a fait couler beaucoup d'encre, qui a sans doute consommé beaucoup d'énergie, même en période estivale, dans vos débats familiaux, amicaux ou autres, la gestion de la crise sanitaire, cette fameuse loi du 5 août, en ce qu'elle instaure notamment dans certains secteurs d'activité ou le pass sanitaire, et on le verra pour d'autres également, allant beaucoup plus loin, puisque prochainement, les salariés auront une obligation vaccinale. Alors, je l'établis en deux groupes. Alors, moi, j'appelle ça groupe 1, groupe 2. C'est ma façon de déterminer les choses. Le premier groupe de salariés pour lequel la loi impose un pass sanitaire sont ceux qui exercent dans les secteurs d'activité suivants et qui ont un contact avec le public. Les personnes réalisant leur activité professionnelle dans les services de transport, les activités de loisirs, la restauration commerciale, sauf les exceptions que vous avez à l'écran, donc vente à emporter, restauration collective, restauration professionnelle, routière et ferroviaire, foires, séminaires et salons professionnels, y compris donc le salon SIRH qui se tient actuellement porte de Versailles, services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux, déplacements longue distance interrégionaux, ce qui en exclut assez étonnamment, eh bien, les déplacements dans les transports régionaux, donc tous ceux qui ont coutume en région parisienne d'utiliser le métro ou les RER, ben, en tout cas pour ces personnes-là, il n'y a pas de contrainte. Grands magasins et centres commerciaux sur décision préfectorale, et vous avez sans doute constaté il y a encore quelques jours l'adaptation du gouvernement quant au périmètre départemental concerné, puisqu'il a levé l'obligation du pass sanitaire dans la fréquentation des centres commerciaux pour un certain nombre de départements. La date d'application de cette obligation sanitaire est celle du 30 août 2021, c'est-à-dire le lundi de la semaine dernière. La date a son importance. La date a son importance pour la raison suivante, parce que vous réalisez, comme vous et comme tous ceux qui ont une activité paye, eh bien, vous réalisez vos bulletins de paye avec une période de recueil, dite recueil. Et alors, il n'est pas exclu que certains soient amenés à produire un bulletin de paye à raison des incidences d'absence ou des présences du salarié au cours du mois courant de réalisation de la paye. Exemple, je tiens compte des présences ou de la suractivité, pardon, de l'absence ou de la suractivité du salarié sur mon bulletin de paye du mois de septembre à raison de ces incidences-là du mois de septembre. Alors, c'est un faux mois M parce qu'il y aura forcément quelques jours pour lesquels l'information ne sera pas recueillie. Par contre, plus fréquemment, la période de recueil est M-1 ou à cheval du 15 au 15, assez généralement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque le bulletin de paie du mois de septembre sera réalisé, il est susceptible que vous soyez amené à gérer la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de passe sanitaire, notamment, alors même si vous êtes en M-1, notamment pour les lundis 30 et mardi 31. Donc, on va voir dans un instant quelles en sont les incidences, mais en tout état de cause, ce sont des modalités et une date d'entrée en vigueur qui va impliquer des adaptations sans doute nécessaires, encore une fois, si on relève de ces secteurs d'activité, dès la prochaine paye. Alors, ce pass sanitaire ou l'absence de pass sanitaire, plutôt le défaut de présentation par le salarié du pass sanitaire, donc comment s'illustre-t-il, donc soit un schéma vaccinal complet, soit un test antigénique, PCR ou l'attestation du médecin faisant état de ce que le salarié a déjà été atteint du Covid récemment et que dans toute cette cause, il ne pourra pas procéder à l'ensemble en tous les cas de la vaccination. Cette absence de passe sanitaire conduit à la suspension du contrat. Et qui dit suspension du contrat dit absence de rémunération, sauf si la loi en dispose autrement. Alors, le plus fréquemment, quand est-ce que la loi prévoit un maintien de rémunération et un maintien partiel éventuellement de la rémunération, le premier motif de suspension du contrat que nous rencontrons plus fréquemment, donc encore sur cette notion-là, quelques auteurs ont une conception différente de celle de la suspension, ce sont les congés payés. Pour rappel, la chose est assez simple en matière contractuelle. Lorsque l'une des parties au contrat ne réalise pas ses obligations, l'autre partie est dispensée d'exécuter les siennes. Donc, de manière claire, si le salarié ne travaille pas, l'employeur est dispensé de verser la rémunération. Et en toute logique, en matière de congés payés, eh bien, absence de rémunération, qui est la contrepartie de l'absence de travail, mais obligation, et c'est en cela que la législation, me semble-t-il, est assez bien faite, c'est
elle impose à l'employeur le versement d'une indemnité, qui n'est pas le salaire, même si l'une des formes de calcul d'indemnité repose sur la méthode dite du maintien de salaire, mais qui n'est pas, au sens juridique, le salaire lui-même, puisqu'il s'agit d'une indemnité. Eh bien, ici, en l'occurrence, il n'est pas prévu que le salarié perçoive une contrepartie financière à cette suspension du contrat. Donc, quelles sont les propositions faites? Il lui appartient, le cas échéant, avec l'accord de l'employeur, de compenser cette absence de rémunération par la prise de RTT ou de congés payés. Alors, bien évidemment, l'employeur d'accorder des RTT ou des congés payés. Je rappellerai notamment qu'en matière de RTT, il convient d'examiner avec attention l'accord collectif instaurant la réduction du temps de travail sous forme d'attribution de jours de RTT. Pour rappel, les accords d'avant 2008 prévoyaient, et résultant de la loi Aubry II, prévoyaient en l'occurrence que une partie des RTT soit à l'initiative du salarié et l'autre partie à l'initiative de l'employeur. La loi du 20 août 2008 ayant exclu et retiré de la loi cette contrainte. Alors, au-delà de cela, s'il n'y a pas de RTT, s'il n'y a pas de congé payé, ou s'il y a insuffisance de RTT ou de congé payé, le salarié se retrouve sans rémunération. Que nous dit également la loi en cas d'absence de passe sanitaire? C'est une obligation qu'a l'employeur d'engager un entretien avec le salarié pour l'examen d'une régularisation éventuelle de sa situation ou, le cas échéant, d'une affectation sur un poste non soumis à l'obligation de passe sanitaire, c'est-à-dire non exposé au public. Et ce qui permettra, alors une affectation temporaire, hein, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, il faut que le salarié retrouve son poste initial et que le contrat de travail soit exécuté à raison des missions qu'il fixe lui-même et qui ont conclues entre l'employeur et le salarié. En l'occurrence ici, cela permettra, le cas échéant, bien évidemment, de poursuivre ou de reprendre la rémunération. Sachant que cette suspension vaut jusqu'à ce que le salarié régularise lui-même sa situation. Alors, en l'occurrence, nous avons également un groupe 2. Après, je reviendrai sur la comparaison des deux situations dans un tableau synoptique dans un instant. L'obligation de vaccination, elle, pèse sur les salariés qui exercent leur activité. Alors, je vais le dire assez rapidement et simplement, dans le secteur de la santé. La loi, et notamment notre texte de référence, qui est l'article 14 de cette même loi, fixe une liste assez conséquente. Donc, pour passer un peu le tout, j'ai volontairement écarté l'inscription et la mention de l'ensemble des situations obligeant à l'obligation vaccinale. Par contre, bon, voilà, vous en avez deux cités, les établissements de santé, y compris les étudiants et élèves, et à titre d'exemple également, le personnel exerçant dans le transport sanitaire. La loi s'applique dans un calendrier qui se fait en deux phases, du 7 août dernier, c'est-à-dire au lendemain de sa publication au journal officiel, hein, au 14 septembre. Pour ces salariés-là, le pass sanitaire suffit. À compter du 15 septembre, donc la semaine prochaine, ils devront impérativement présenter un schéma vaccinal complet. Donc, il y a urgence pour ceux qui souhaitent poursuivre leur activité dans l'établissement qui relève de l'une de ces obligations vaccinales, d'engager rapidement, bien évidemment, le processus de vaccination. Alors, ici, également, la nécessité de suspendre le contrat de travail en cas d'absence de passe sanitaire relativement à la première période du 7 août au 14 septembre ou d'absence de vaccination pour la période qui va débuter prochainement le 15 septembre, avec deux situations. La troisième, relative, que nous avons vu tout à l'heure, relative à l'entretien, n'est pas reprise dans les dispositions de l'article 14. Il s'agit de compenser l'éventualité, pas l'éventualité, mais la certitude de perte de rémunération par la prise de RTT ou de congé payé, avec toujours la même intention qu'on doit avoir quant à la lecture d'accords collectifs instaurant la réduction du temps de travail par attribution de RTT. Et puis, également le défaut de notification le jour même par tout moyen de la suspension du contrat, donc sans rémunération. Oui, précision que j'ai omis de indiquer tout à l'heure, mais qui relève de la même logique de sécurisation juridique. La notification le jour même, par tout moyen, c'est-à-dire que la loi permet bien évidemment
l'expression de la suspension de contrat oralement. Cela étant, elle doit être accompagnée, cette expression-là, impérativement d'un écrit. Donc, normalement, la sécurité juridique donnée à un courriel devrait suffire. Il est sans doute judicieux d'accompagner le tout par soit une lettre, un courrier remis en pas propre contre des charges, soit d'une lettre recommandée avec avis de réception dans les plus brefs délais. Je dirais l'envoi le jour même, bien évidemment, serait le mieux. Donc, sécurisation juridique relativement à la notification pour éviter tout type de contentieux ou d'interrogation, de contestation par la suite du salarié. Ce tableau vise à établir la comparaison en termes d'incidence de la suspension du contrat et de l'absence de rémunération. L'article 12 relatif à l'obligation du pass sanitaire, comme je l'indiquais tout à l'heure, un point de distinction avec l'obligation vaccinale, c'est l'entretien que doit engager l'employeur au-delà de 3 jours de suspension. Cette obligation-là, nous ne la retrouvons pas dans le cadre de l'obligation vaccinale. Par contre, le texte nous dit, et la chose étonnante en matière de précision apportée par le législateur, qu'il y a absence d'assimilation du temps de travail effectif pour la durée des congés payés, qu'il y a également absence d'assimilation du temps de travail effectif pour les droits légaux et conventionnels acquis par le salarié au titre de l'ancienneté, et il ajoute que l'employeur a, lui, une obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire. Alors, d'une part, pourquoi ces précisions-là relativement aux salariés compris dans le champ de l'obligation vaccinale, alors qu'elles n'apparaissent pas pour les salariés au titre desquels seul repose le pass sanitaire. Donc, la première liste que nous avons vue tout à l'heure, ou ce que j'appelle très hâtivement le groupe 1. Sachant que par ailleurs, d'un point de vue juridique, bien évidemment, la suspension du contrat de travail, sauf disposition contraire, entraîne l'absence de temps de travail effectif et donc l'absence d'acquisition de congés payés. Pour rappel, c'est exactement ce que dit le Code du travail. Lorsque le Code du travail assimile dans une liste fixée très limitativement certaines absences à du temps de travail effectif, cela induit par définition que toutes les autres absences ne donnent pas lieu à l'assimilation du temps de travail effectif et donc à la continuité du calcul de la durée des congés payés. Cette incidence, cette conséquence juridique vaut en réalité pour les deux groupes. Et on s'étonne bien évidemment de ce que cette précision était donnée par le législateur qu'au titre du groupe 2, c'est-à-dire les salariés pour lesquels il y a obligation de schéma vaccinal, de vaccination. Donc, en tout état de cause, à dire vrai, qu'il s'agisse de l'ancienneté, de la suspension des droits ancienneté et donc du calcul de la durée de l'ancienneté, ou qu'il s'agisse des droits relativement aux congés payés, la suspension entraîne l'absence d'assimilation sur une base légale. Bien évidemment, on pouvait avoir des assimilations au titre des congés payés sur une base conventionnelle, quelques conventions collectives le prévoient pour une durée plus ou moins limitée en cas d'arrêt maladie du salarié. Mais sur une base légale, il y a absence d'assimilation à du temps de travail effectif. D'ailleurs, sur cette période-là, les critères qualificatifs fixés par le groupe du travail ne peuvent être réunis, donc il n'y aura pas de temps de travail effectif. Alors, chose assez surprenante, effectivement, les raisons. Alors, certains d'entre vous les ont décelées, je serais heureux d'en prendre connaissance, mais les raisons pour lesquelles le législateur a jugé utile d'apporter cette précision au titre des salariés du second groupe, c'est-à-dire ceux de l'article 14 pour lesquels il y a une obligation vaccinale, reste assez surprenant. Alors, quand il y a absence de temps de travail effectif, bien évidemment, tant à la fois en matière de congés payés, mais avec toutes les conséquences que cela peut avoir au titre de l'ensemble des deux autres droits. Prenons le cas d'un salarié qui a été en activité les lundis et mardis, mais qui est absent pour défaut de pass sanitaire ou d'obligation vaccinale. Il n'y a pas d'assimilation du temps de travail effectif pour les jours restants de la semaine et bien évidemment, on ne pourra pas déterminer, du fait de cette absence d'assimilation du temps de travail effectif, un décompte du temps de travail au-delà de la durée légale ou de la durée contractuelle et générant le cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires. Donc, on est vraiment dans un cadre, je dirais, assez strict et à la fois assez simple
de compréhension, quel que soit le groupe concerné. Vient ensuite cette obligation du maintien des garanties de protection sociale complémentaire qui, étrangement, est présente dans les dispositions relatives au groupe 2 pour lesquelles il y a une obligation vaccinale et donc absent au titre des salariés du groupe 1. Un certain nombre d'interrogations se posent. D'une part, quand on entend par maintien des garanties de protection sociale complémentaire, le périmètre exact, donc on peut imaginer mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire, le cas échéant, quand on parle de protection. Moi, je suis toujours étonné quand on assimile la retraite supplémentaire comme une mesure de protection sociale. Bon, bref, je pense que la cause n'est pas la même que celle qui conduit au devoir de protection lorsque le salarié est malade ou est victime d'un accident du travail éventuellement. Bon, bref. Donc, modalité de financement, l'absence de base de cotisation, puisque qui dit suspension du contrat de travail dit absence de rémunération et dit absence de cotisation. Alors, on se réfère, en tout cas, on se réfère pas forcément, mais nous avons tous sans doute à l'esprit la façon dont nous avons géré les choses, notamment l'année dernière, lors de la mise en activité partielle extrêmement massive en France. Mais pour rappel, il était convenu que la base, notamment de prévoyance, soit alimentée des indemnités d'activité partielle. Or, il y avait réellement versement de sommes, même si elles recevaient un régime social très particulier du fait de leur nature de revenu de remplacement, mais il y avait bien versement de sommes. Ici, il y a absence totale de rémunération versée aux salariés, donc quelle base? Base fictive, plafond fictif. Faut-il également imaginer que le maintien des garanties de protection sociale complémentaire soit élargi au versement d'IJ prévoyance durant cette période? Alors, pourquoi durant cette période, les choses peuvent se poser de la sorte? Supposons que le salarié connaisse une suspension de son contrat de travail du fait de l'absence de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale. Le contrat de travail est suspendu, le salarié tombe malade. De prime abord, y a-t-il suspension de la suspension? Généralement, on considère qu'il y a lieu de continuer à traiter le premier motif de suspension en paye. Il y a quand même quelques exceptions. L'une d'entre elles qu'on a souvent à l'esprit, c'est celle du congé de reclassement. Lors du congé de reclassement, le contrat de travail est suspendu, le salarié perçoit des allocations de reclassement, nature des sommes, revenus de remplacement avec le traitement social que vous connaissez, et il est possible que ce congé de reclassement soit suspendu du fait de l'arrêt maladie du salarié et perçoivent à ce titre-là, le cas échéant, des IJ. Est-ce qu'on peut imaginer la maladie l'arrêt maladie intervenu durant la période de suspension du fait de l'absence de passe sanitaire ou de schéma vaccinal complet entraîne la suspension de ce premier motif? Ça, c'est une des interrogations que l'on peut avoir légitimement. Ça signifie bien évidemment qu'en matière de paye, nous aurions le cas échéant sur le même mois une première période de suspension sans rémunération, une seconde période de suspension, suspendant la suspension au titre de l'arrêt maladie, une troisième période où on retrouvera la suspension du fait de l'absence de passe sanitaire. Bon, schématiquement, c'est quelque chose qui pourrait être admis dès lors que l'on comprenne avec exactitude ce maintien des garanties de protection sociale complémentaire, tant à la fois en termes de financement du dispositif, du régime, qu'en matière de versement, le cas échéant, d'indemnités journalières de prévoyance. Enfin, dernier point, celui relatif à la mention sur le bulletin de paye. Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai reçu de nombreux messages allant un peu dans tous les sens. Quel libellé porter sur le bulletin de paye? Pour ma part, bien évidemment, alors après, chaque éditeur, prestataire ou capacité à le faire dans le SIRH éventuellement, je pars pour ce qui nous concerne, bien évidemment, sur l'idée d'absence de tout élément dans ce libellé-là qui permettrait de révéler ou de laisser imaginer les motifs premiers, en tous les cas d'absence de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale, de la situation du salarié. Donc, nous avons, pour notre part, retenu une mention très particulière qui est celle de absence non autorisée, non payée. J'ai vu ailleurs absence Covid.
19, je vous avoue, extrêmement réservé sur ce type de libellé, laissant paraître ou deviner la situation du salarié au regard de cette obligation ces obligations posées par la loi du 5 août, extrêmement neutre. Alors certains se sont étonnés de la mention non autorisée, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que en ce qui me concerne, l'autorisation suppose une demande du salarié et un refus de l'employeur. Enfin, euh, ou pardon, une demande du salarié, une autorisation de l'employeur pour considérer que c'est autorisé. Là, nous ne sommes pas dans cette logique-là, c'est une suspension avec absence de rémunération qui s'impose à chacune des parties et qui s'impose au contrat. Donc, en tout état de cause, c'est non autorisé parce qu'il n'y a pas eu de schéma ou de process conduisant à la nécessité pour l'employeur de s'exprimer quant à l'autorisation ou non. Et donc, c'est non autorisé puisqu'elle s'impose à l'employeur, il n'y a pas eu d'expression de demande du salarié, et non rémunéré, bien évidemment. T'as bien dormi? Bonjour, est-ce que le micro peut être coupé, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Tu as dormi un peu. Solange, est-ce que tu peux voir qui... Je suis heureux pour celui qui a eu un excellent sommeil. Désactiver le son, ça y est, je pense. Voilà, merci Solange. Je profite, Abdelkader, de ce que tu viens de dire par rapport au pass sanitaire. Je sais que nous, au titre de la NFP, et on en a parlé très très longuement, il y a une obligation de réserve et de neutralité sur le sujet. Et en effet, tout justificatif, épithète, adjectif que l'on peut mettre sur l'intitulé qui vient justifier la nature même de cette absence par rapport à des choses qui relèvent de cette obligation de réserve par rapport aux libertés de chaque individu est absolument nécessaire à rappeler là aujourd'hui. Parce que demain, bien évidemment, si potentiellement il devait y avoir des contentieux, on serait bien à même de devoir dire que on s'est trompé, on n'aurait pas dû mettre ça. Donc l'obligation de réserve aujourd'hui s'impose. Si on doit justifier deux choses, elles doivent se faire en dehors du bulletin de salaire pour qu'elles restent sous le principe de la relation purement stricte et confidentielle entre l'employeur et le salarié. En fait, ça, c'est absolument important. Et bien sûr. Soit posé par la suite, et on a, nous, un cercle de réflexion qui va s'engager la semaine prochaine sur le sujet. La capacité d'avoir des modifications sur les bulletins de salaire précédents, on pourrait s'engager, mais là, aujourd'hui, on invite vraiment tout le monde à avoir une obligation de réserve sur les informations laissées sur le bulletin de salaire, et comme tu viens de le dire à juste titre, s'engager sur des intitulés qui correspondent réellement à des choix individuels, ça ne s'applique qu'à chacun des individus. Voilà, ça c'est important. Bien sûr, pleinement. Merci pour ce complément, Solange. L'une des questions qui t'avait été préalablement adressée avant cette session portait sur les obligations éventuelles de l'employeur au versement de compléments de salaire. Bien évidemment, ici, il ne s'agit pas d'arrêt maladie ou des arrêts classiques, accident du travail, maladie professionnelle, mi-temps thérapeutique, le cas échéant, et dans le périmètre de ce que prévoit pour ce dernier thème la convention collective. Il n'y a strictement aucune obligation de compléter le salaire ou de rétribuer, de compenser financièrement l'absence du salarié de quelque manière que ce soit. La loi n'y contraint pas, les conventions collectives certainement encore moins, parce que je pense que depuis le 5 août, les partenaires sociaux dans les différentes branches ne sont pas engagés sur cette thématique, et il n'y a que l'incidence de la suspension sans rémunération, les compensations que nous avons vues tout à l'heure par l'utilisation de droits congés payés ou RTT. Bien évidemment, si l'employeur souhaite aller beaucoup plus loin, et à l'avantage du salarié, il le fait. Une attention toute particulière sur ce point-là, veillez absolument au respect d'égalité de traitement entre les salariés. C'est-à-dire que n'offrez pas cette opportunité-là ou cette faveur-là à un seul salarié ou un groupe de salariés sans porter une attention toute particulière à ce que cette politique mise en œuvre et décidée par l'entreprise soit au bénéfice de l'ensemble des salariés. Voilà ce que je voulais dire. Je n'ai pas souvenir d'autres questions, mais si tu les as sur les yeux, Solange, je suis prêt à les prendre en cours d'eau. C'est parfait. J'insiste sur le fait de dire qu'on a encore beaucoup d'échanges à avoir sur cette notion de pass sanitaire versus votre activité à tous en tant que gestionnaire de paye, soit pour vos salariés, soit au titre de relations que vous avez avec des entreprises qui vous donnent la gestion de la paye. Il est absolument important que vous puissiez nous passer via ce chat ou alors contact anfp-asso.fr vos questions particulières,
Parce que bien évidemment, quand on a un vide juridique sur ce qui doit être fait, nous avons, nous, la capacité d'intéresser de qui de droit un certain nombre de personnes pour avoir soit des précisions, soit leur signifier qu'ils n'ont pas posé des précisions qui sont relativement gênantes dans la gestion courante et donc dans la protection aussi des droits des salariés ou des devoirs de l'employeur. Voilà, donc pas plus Abdelkader, mais on invite chaque personne à s'exprimer vers nous pour qu'on puisse alimenter notre cercle de réflexion qu'on ouvre dès la semaine prochaine. Merci Solange, bien évidemment, y compris au terme de cette session, vos envois questions alimentent le débat et nous permettent nous-mêmes d'approfondir le sujet et puis d'avoir ce que j'appelle tous ensemble une intelligence collective qui a toujours de très nombreuses vertus. Le second a trait au bonus-malus et donc l'ouverture de la période de décompte. Alors, je ne reviens pas sur l'exhaustivité du dispositif, juste quelques rappels et points nouveaux qui ont pu émerger depuis la dernière présentation du sujet. D'abord, il s'agit pour les entreprises relevant de certains secteurs d'activité que nous évoquerons dans un instant, de connaître soit une sanction à raison d'un taux de séparation beaucoup trop prélevé, ou soit d'une bonification, traduit par un malus ou un bonus du taux de contribution patronale au financement de l'assurance chômage. Pour rappel, le taux actuel est de 4,05%. Lorsque l'entreprise entre dans un résultat dit de bonus, le taux peut être réduit jusqu'à 3%, ou si elle a un taux de séparation beaucoup trop important, le malus ira jusqu'à l'application d'un taux de 5,05%. Cette mesure s'applique aux entreprises qui comptent au moins 11 salariés. Les secteurs d'activité visés sont les suivants: fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. Alors, vous avez un petit 1 en exposant. Je vais revenir dans un instant sur cette petite référence. Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets, des dépollutions, autres activités spécialisées scientifiques et techniques, hébergement et restauration, transport et entreposage, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, travail du bois, industrie du papier et imprimerie. Alors, pourquoi ces secteurs d'activité ont été désignés? Dans ces secteurs d'activité, le niveau de séparation et de rupture du contrat de travail des salariés est au-dessus du taux médian de l'ensemble des secteurs, est au-dessus de 150%. C'est-à-dire que là, on a une différence de plus de 50%, avec le niveau médian de l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, ils sont particulièrement visés. Ils sont 7. Ça, c'est une première chose. La deuxième, comment s'appliquera ce bonus ou ce malus? Eh bien, on observera au regard des déclarations que vous aurez adressées à l'administration via notamment la DSN des événements dits de rupture de contrat, eh bien, où se situe l'entreprise par rapport au niveau médian du secteur d'activité dont elle relève. S'il est au-dessus, eh bien, on appliquera un taux malucé, c'est-à-dire supérieur à 4,05. S'il est en deçà, le taux sera bonifié et en deçà de 4,05 jusqu'à un seuil tout de même de 3% fixé par la loi. Le petit 1 de référence que vous avez ici est relatif à l'exclusion temporaire décidée par le gouvernement des 4 secteurs d'activité qui sont visés en raison de la crise sanitaire. Donc, pour ces 4 secteurs d'activité, le gouvernement a estimé que frappés, en tous les cas, par cette crise sanitaire et l'incidence économique, sociale et financière qu'elle engendre, ces secteurs d'activité ou les entreprises qui relèvent de ces secteurs d'activité sont temporairement, en tout cas, exclus du champ d'application. Alors, pour le premier, fabrication de denrées alimentaires, je comprends, hébergement et restauration, je le comprends, transport, entreposage, bien évidemment, si on a fait ralentir l'activité économique, ça se comprend. Voilà, je suis un peu étonné par les autres activités spécialisées scientifiques et techniques. Bon, bref, je pense que scientifiquement, on a continué quand même à travailler. Bref, donc vous avez ce rappel-là, et puis un autre rappel qui est le suivant: la période d'appréciation
du niveau de rupture de contrat et donc de séparation, du taux de séparation pour ces entreprises-là court, ou a débuté d'ailleurs le 1er juillet dernier et court jusqu'au 30 juin prochain. Et c'est la période d'appréciation. Sur une année, 12 mois, vous allez donc déclarer, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des événements et notamment les événements de rupture du contrat de travail. L'administration va recueillir ces informations-là, va les traiter et va apprécier le niveau de séparation au regard de ce qu'il est dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise. Par la suite, au cours de l'été prochain, juillet-août, l'administration adressera le taux bonifié ou malucé, donc une sorte de récompense, d'avantage ou de sanction, dès lors qu'elle aura pu établir la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux médian du secteur. Il sera applicable au titre des périodes d'emploi comptant à compter du 1er septembre 2022. Donc, en clair, à compter de votre bulletin de paye septembre 2022. Voilà, vous aurez à le connaître. Alors, j'attire l'attention sur le fait que l'on soit entreprise cliente ou entreprise prestataire ou éditeur, pour les seconds, c'est activement relancer vos clients pour recueillir ce taux-là et donc leur faire penser dès mai, juin, qu'il y a lieu d'adresser des réceptions du taux de l'administration afin d'assurer les paramétrages nécessaires et dès le bulletin du mois de septembre. Et puis pour les entreprises qui confient leur paye à un prestataire extérieur, bien évidemment, de toujours avoir cette échéance à l'esprit. J'ajoute que l'administration a mis à disposition un simulateur qui vous permet de projeter, bien évidemment, la portée de cette législation. Cela va faciliter, en tous les cas, ou contribuer aux entreprises, apporter la contribution aux entreprises d'une réadaptation de la politique RH en termes de recrutement ou de rupture. Parce que si vous, dans la lignée que vous êtes, dans la lancée que vous êtes, il y a projection d'un bonus ou d'un malus, eh bien ça vous permettra bien évidemment de corriger au cours de l'année, soit en matière de recrutement, parce que le taux de séparation est comparé bien évidemment à l'effectif de l'entreprise, soit de ralentir la séparation, les ruptures de contrat de travail, et bien évidemment d'ajuster le taux et d'en atténuer éventuellement l'effet d'un taux malusé. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à utiliser ce simulateur qui permet d'adapter la politique RH de l'entreprise, si je puis dire. Solange, des questions sur ce sujet-là, mais nous avons déjà eu l'occasion de le traiter par le passé. Pas particulièrement. Je vais donner en ligne le lien qui permet d'aller sur ce simulateur. Donc, je vais répondre directement, mais tu peux continuer sans aucun problème. Je pense que, en effet, on l'avait abordé. Il va falloir le réaborder de façon régulière pour permettre à chacun d'anticiper. On est un peu comme quand on est sur le taux accident de travail. Hein, on suit de façon régulière la projection de son taux accident de travail. Ben là, ça va être la même chose. On devra suivre de façon régulière sa politique d'emploi pour pouvoir connaître le taux malucé ou bonusé qui peut en résulter en fait. Donc à chacun le soin d'avoir à vérifier ça. Je vais mettre en ligne le lien et je mettrai ça aussi sur notre support qu'on mettra à disposition de tous. La dernière loi de finances rectificative, donc, qui a fait l'objet de travaux parlementaires au mois de juillet, qui a été publiée au journal officiel du 21 de ce mois de juillet, complétée, nous l'attendions, du décret d'application. Alors là, c'est toujours assez coutumier, c'est loi de finances rectificative et décret d'application au mois d'août. Donc, publication de ce décret d'application au JO du 20 août dernier, avec les éléments suivants. Alors, j'ai entendu ici ou là, pourquoi pas la formulation dite dispositif Covid-3, pourquoi pas. À dire vrai, nous avons connu deux périodes en 2020, si vous en souvenez, la première de février à fin avril, voire jusqu'à fin mai, la seconde, le dernier quadrimestre, voire même pour ces entreprises, le dernier trimestre, puis nous en avons connu une du 1er janvier de cette année qui a été prolongée jusqu'au 30 avril. Donc la loi de finances rectificative reprend un peu, en réalité, enfin un peu plus qu'un peu, assez généralement les dispositions des trois
mesures que je viens, dont les périodes, dont je viens de rappeler les périodes. Alors, il y a d'abord une notion d'effectif à retenir, puisque la mesure bénéficie aux entreprises qui comptent un effectif inférieur de 250 salariés et relevant de certains secteurs, dont un décret maintenant assez ancien fixe les secteurs dits S1, tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel, et puis les entreprises relevant du secteur S1 bis, qui sont celles qui ont connu une baisse du chiffre d'affaires en raison de leur dépendance forte aux entreprises relevant du secteur S1. Et donc, vous voyez d'ailleurs que la réduction du chiffre d'affaires est fixée à 50%. Nous avons connu par le passé un taux exigé de réduction du chiffre d'affaires qui était de 80%. Beaucoup plus de souplesse. Voilà, le fait de connaître 50% de baisse du chiffre d'affaires est sans doute plus compréhensible qu'un taux de 80%. Au-delà de ces rappels-là, également d'autres, quels sont les salariés au titre desquels j'ai eu à verser des cotisations qui me permettent de bénéficier de l'aide, parce qu'on verra dans un instant que ce Covid-3, si je puis dire, n'offre que l'aide et non pas l'exonération, comme par le passé. Alors, toujours le même périmètre, un salarié affilié à Pôle emploi est éligible à la RGCP, notre fameux exofillon. Le montant de l'aide est le suivant. Il s'agit de l'application d'un taux de 15% des rémunérations brutes qui ont été versées aux salariés au titre de la période d'emploi courant du 1er mai au 31 juillet. Pour rappel, la loi de finances rectificative donnait la possibilité d'une période pouvant aller jusqu'au 31 août. Voilà, le gouvernement, in fine, dans le cadre des dispositions réglementaires prises par décret que nous avons cité tout à l'heure, a porté un terme à cette période d'emploi au 31 juillet. Donc, il y a 3 mois concernés, le 4e a été exclu du champ. Considérons peut-être qu'il y avait peut-être certainement déjà une reprise d'activité du fait de la période estivale et de congés. Donc, 3 mois. 3 mois appréciés, j'établis, alors on les connaît bien évidemment, les rémunérations brutes soumises à contribution patronale au financement de l'assurance chômage. Je fais la somme de ces 3 mois-là et j'applique le taux de 15%. Pour rappel, d'une part, les sommes ainsi dégagées et correspondant à l'application de ce taux, mais également résultant de l'ensemble des dispositifs d'aide et exonération que nous connaissons depuis l'année dernière, dont je vous ai rappelé à l'instant les périodes, donc, et comme dit par certains, généralement Covid-1, Covid-2, ne peuvent excéder 1,8 million d'euros. Il ne s'agit pas uniquement d'un plafond applicable à cette mesure d'aide, mais absolument à l'ensemble des mesures d'aide connues que nous avons mises en œuvre depuis l'année dernière, Covid-1, Covid-2, Covid-3, puis Covid-4, si certains veulent l'appeler Covid. La somme, 1,8, ce plafond, pardon, et la somme de l'ensemble de ces aides et exonérations, plafonnée 1,8 million d'euros. Alors, en tant que de prestataire ou d'éditeur paye, alors, sauf peut-être si vous avez l'information, mais elle est plutôt entre les mains des entreprises. Donc, la charge repose de vérification et de contrôle de l'atteinte et du déplacement de ce plafond repose sur leurs épaules, si je puis dire, et il faudra bien évidemment veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement, auquel cas le risque de redressement lors de contrôles sur ces périodes-là est assez important, est assez élevé. Les mandataires sociaux qui ne sont pas éligibles à la RGCP parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail, ou tout le moins s'ils ont un contrat de travail, donc un statut de salarié, ne sont pas en mesure de faire la démonstration du lien de subordination, donc de la réalité, du critère essentiel de la réalité juridique du contrat de travail. Dans ce cas-là, pour ces personnes-là, et dans la mesure où il n'y a pas de versement à l'assurance chômage, bénéficient d'une aide fixe de 250 € par mois, c'est-à-dire au maximum pour les 3 mois mai, juin, juillet de 750 €. Donc, une gestion distincte de celle des salariés. L'aide est imputable. Alors, une fois que j'ai déterminé le montant, comment puis-je la porter sur les cotisations sociales que je dois
eh bien, l'aide est imputable sur l'ensemble des cotisations dues pour les périodes d'emploi jusqu'au 31 décembre. Donc, j'ai dégagé une somme par l'application de ce taux sur les rémunérations brutes. Cette somme-là va me permettre d'alléger le paiement de mes cotisations sociales. Eh bien, elle sera utilisée jusqu'à épuisement et en tout état de cause jusqu'au 31 décembre 2021. Date fatidique importante, ça veut dire que si vous n'avez pas imputé la totalité du montant de l'aide, au-delà du 31 décembre, vous ne pourrez plus en profiter et l'aide sera, ou le montant résiduel restera dans vos comptes et ne permettra pas la réduction des cotisations que vous avez à payer. Alors, à ce jour, alors je vous avoue que c'était plutôt la semaine dernière qu'à ce jour. Donc, si vous avez recueilli l'information, je serais heureux du partage. Il n'y avait pas d'information particulière sur l'impact des SN. Autant l'administration pour l'année 2020 l'avait exprimé. 2021, on ne l'avait pas observé, on l'avait recherché, notamment pour la première période qui allait jusqu'au 28 février. Puis après, il y avait eu prolongation jusqu'au mois d'avril. Aucune information particulière. Bref. Tout cela ensuite sur le délai notamment le délai de déclaration, bon, pas de date limite, pas de date butoir, autant opérer à la déclaration de cette aide dès la paie du mois de septembre. Vous avez de toute façon le décret du 19 août. Alors, Abdelkader, je reviens vers toi Oui, sur deux oui. questions. Une question que je poserai justement sur ce qui a été posé. Aide imputable sur les cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2021. Se pose la première question sur j'ai pas demandé correctement et j'ai finalement bénéficié ou fait une demande d'aide, mais je me rends compte qu'elle était largement insuffisante par rapport à ce à ce que j'avais le droit en fait en tant qu'employeur. J'ai jusqu'au 31 décembre, de ce que je comprends, pour pouvoir prétendre à ces aides. Donc, ce qui veut dire que la prescription des aides s'éteint au 31 décembre et on ne peut plus faire valoir ces demandes après le 31 décembre. Est-ce que c'est bien cela? Non. Bon. Alors, il y a une mesure d'imputabilité sur les cotisations dues jusqu'au 31 décembre. Donc, j'ai déterminé un montant, j'ai un certain nombre de cotisations, bien évidemment, puisque je continue à employer ces salariés-là jusqu'au 31 décembre. J'ai des cotisations dues au titre des sommes versées à ces salariés-là jusqu'au 31 décembre. Je l'impute. Par contre, je m'aperçois d'une erreur de calcul et donc de l'exactitude du montant de l'aide postérieurement même à cette date. Je peux, le cas échéant, toujours apporter une correction. Pour rappel, en matière de sécurité sociale, la prescription est triennale, elle est de 3 ans. De date à date, absolument. Elle est de 3 ans. Elle est de 3 ans. Donc, l'ayez toujours à l'esprit, et puis l'ayez toujours à l'esprit de manière avantageuse. Elle est de 3 ans. Donc, ça signifie qu'éventuellement, si je suis amené à corriger en ma faveur en tant qu'employeur le montant de l'aide, même postérieurement à cette date, eh bien, et bien évidemment, restent des cotisations toujours entrant dans le périmètre d'imputabilité. Je peux toujours la reporter en déclarant qu'il y avait un montant de tel niveau au titre de l'aide et qu'in fine, n'ayant pas réalisé l'imputation sur la totalité des cotisations que je devais jusqu'à cette date-là, eh bien je corrige en imputant l'aide sur les cotisations que j'ai dû sans doute payer ou encore dû payer, bien évidemment, jusqu'au 31 décembre. Donc il y a une différence entre imputabilité sur les cotisations dues jusqu'au 31 décembre et prescription triennale, toujours triennale, pour ce qui concerne des corrections qu'on peut apporter. Et donc, à la fois triennale pour le recouvrement des cotisations que l'on doit à la sécurité sociale, et elle en fait usage, vous le savez assez bien, lors des opérations de contrôle et de redressement, et ben, faisons usage de cette même prescription triennale lorsque la règle est au bénéfice et les incidences de la règle sont au bénéfice de l'employeur. Bon, c'était important de rappeler cela. En effet, il y a un principe de régularisation auquel tout le monde a le droit jusqu'à la fin de l'année au titre de l'exercice social. On est sur un exercice qui… Donc ça, chaque contribuable a la
capacité contribuable, j'entends entreprise, a la capacité de s'auto-réguler dans ce qu'il a fait, positif ou négatif, hein, ça va dans les deux sens. Bien sûr, bien sûr. Mais bien évidemment, mais merci à Abdelkader de le rappeler, la prescription triennale qui s'entend de 36 mois date à date court et toujours au bénéfice, mais positif et négatif. Alors, quand on parle de crédit, c'est toujours très, très avantageux, mais si demain vous avez fait une erreur, bien évidemment, ces éléments-là comptablement se provisionnent également. Donc, il ne faut pas oublier cette incidence comptable et l'acte de crédit ou de débit qui doit être derrière aussi en termes de sincérité des chiffres. Ça, c'est important de le rappeler. On a une deuxième question. Enfin, on a une question. Moi, c'était une question que je posais parce que je sais qu'elle est induite auprès de tous. Alors là, j'ai Émilie qui nous dit si l'entreprise dans le secteur S1 n'a pas eu le droit du Covid-2 car pas de salariés saisonniers, faut-il vérifier si elle a droit au Covid-2 pour appliquer le Covid-3 ou tout simplement pas de Covid-3 si pas de demande Covid-2? En deux mots, est-ce qu'il y a une implication comme des poupées russes de j'étais Covid-1, je peux donc potentiellement être Covid-2, mais je ne peux pas, si j'étais Covid-3, parce que je n'étais pas Covid-1, bénéficier des éléments qui me sont ouverts sur le Covid-3 en fait. Est-ce qu'il y a des... La loi ne fixe aucun lien entre les différents dispositifs. Voilà. Donc, alors, Strictement aucun. Il y a des réponses derrière qui sont faites. Je trouve que c'est toujours important que tu rappelles. Les choses sont complètement dissociables les unes des autres sur les aides qui sont... Totalement. Voilà. Totalement. Le législateur n'a fixé aucun lien entre ces différentes aides, si ce n'est que de manière assez répétitive, on retrouve les mêmes modalités opératoires et le même champ d'application. Bon, il y a du travail, il faut quand même dire cela auprès de tous ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup de travail sur la sincérité des chiffres qui ont été posés, sur la sécurité juridique de vos dossiers, sur le fait aussi que vous contrôliez le plafond de 1,8 million d'euros. Et attention, puisqu'il n'y a pas d'impact des SN, et en effet, je le confirme, parce qu'on regarde ça tous les jours pratiquement de notre côté, permet d'avoir à dire que voilà, il y a quand même un travail entre le gestionnaire de paye, le financier, l'ARH et la finance sur ces sujets qui sont évidemment lourds de conséquences. Il y a des erreurs qui sont faites, donc de conséquences positives et négatives sur la santé financière de l'entreprise. Le second point a trait à la nouvelle doctrine administrative voulue par la DSS dans le cadre de la mise en place de ce fameux bulletin officiel de sécurité sociale qui a l'opposabilité que vous savez, on en a longuement débattu, nous aurons peut-être l'occasion de revenir dessus dans d'autres, lors de prochaines sessions d'actu social ou thématiques, pour la raison suivante, parce que assez étonnamment, la DSS, l'administration de la sécurité sociale, ou de l'administration ministérielle en l'occurrence, revient sur la gestion du plafond au titre notamment des CDD non successifs. Résultant des dispositions réglementaires, notamment fixées par les deux décrets de 2016 et 2017, sur la nouvelle gestion du plafond qui est entrée en vigueur en 2018, lorsque vous avez des CDD non successifs, à ce jour, le plafond au cours de l'année s'apprécie contrat par contrat. Je m'explique. Les dispositions décrétales prévoient une réduction du plafond à chaque entrée et à chaque sortie du salarié en cours de mois ou en cours d'année. Typiquement, prenons le cas d'un salarié dont le contrat de travail débute du 1er janvier au 28 février. J'ai un plafond mensuel. Il revient dans l'entreprise du 1er juin au 31 août, deuxième contrat, nouveau plafond. Totalement indépendant des résultats de paye, notamment pour les deux éléments qui participent au calcul du plafond, totalement indépendant de ce qu'il a pu percevoir, rémunération brute, donc au titre du premier contrat, au plafond ainsi déterminé au titre du premier contrat. Le salarié revient pour un troisième contrat du 1er novembre au 31 décembre, nouvelle détermination du plafond de manière totalement indépendante, encore une fois, des résultats de paye résultant du premier contrat ou du second contrat. Donc, tout cela est cloisonné. Alors, bien évidemment, le premier des réflexes, c'est de dire qu'en plus de cela,
il n'est pas exclu que dans certaines situations, avec des contrats très rapprochés, que le plafond ainsi fictivement apprécié, si on devait les additionner, eh bien, donne lieu en réalité à des cotisations qui ont été, dont la base est supérieure en matière de plafond, supérieure à la valeur annuelle de ce même plafond. Alors, cette première lecture résultant des décrets, qui était la position initiale et qui conduisait à une gestion du plafond contrat par contrat, et comme je le disais à l'époque, d'ailleurs, de manière assez intéressante, de la même manière que l'on apprécie la réduction Fillon contrat par contrat. Pour ma part, était sincèrement discutable d'un point de vue réglementaire. Bon, voilà, l'administration a pris son parti, elle a fixé sa doctrine, voilà ce qu'il en était. Dans le cadre de la mise en place du BOSS, et donc du bulletin officiel de la sécurité sociale, l'administration souhaite revenir sur cette méthode et donc réappliquer la méthode antérieure. La méthode antérieure qui conduisait en réalité à une reprise des cumuls de l'ensemble des contrats. En clair, dans les exemples que je viens de donner, chaque plafond et valeur de plafond, notamment du contrat 2 et du contrat 3, tiendra impérativement compte du plafond des contrats antérieurs. Donc, pour le plafond 2, au titre du premier plafond du contrat courant du 1er janvier au 28 février, et le contrat 3, et bien évidemment du résultat du plafond tel qu'il avait été réduit au titre du contrat 2, qui lui-même tenait compte des éléments de cumul du premier contrat. Voilà un retour en arrière. À dire vrai, je pense que la DSS a été à l'écoute des effets collatéraux et de celui notamment que je viens d'énoncer. Cette nouvelle doctrine s'applique à compter du 1er janvier de l'année prochaine. Alors, vous avez la prise en compte d'un lycée, donc c'est un plus. Bon, voilà, c'est pas grave, c'était dans notre moteur de paye chez SD-Works. À dire vrai, pour notre mode d'application, tout ce qui sera demandé à titre de l'application de la tolérance 2021, puisque le boss l'y autorise, sera sous l'entière responsabilité du client. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que pour toutes ces opérations-là, cela suppose, alors celle-ci, comme toutes les opérations pour lesquelles, en matière de paye, il y a lieu d'apprécier une périodicité annuelle, suppose une reprise des éléments depuis le début de l'année, ce que nous n'avons pas fait. Je pense d'ailleurs qu'aucun prestataire ou éditeur de paye n'a réalisé, puisque le BOSS a été publié au mois de mars et bien évidemment les paramétrages ainsi arrêtés au 1er janvier n'allaient pas en ce sens, eh bien, supposerait bien évidemment une intervention dite manuelle, dans l'expression que l'on a habituellement, d'une intervention manuelle sur le dossier du client. Donc, pour notre part, effectivement, ça sera considéré comme étant à l'entière responsabilité du client. Est-ce que, au-delà de ces incidences que chaque opérateur retiendra, y a-t-il des questions, Solange? Non, il n'y a pas de D'accord, question. bon, voilà. Bon, normal, alors, je peux le dire, je pense que sans difficulté, ce que je sais d'autres éditeurs de paye, nous sommes quasiment tous sur la même ligne de conduite. 1er janvier prochain. Bon, maintenant, certains sont peut-être intervenus avant, pour une période de 2021, mais j'avoue ignorer comment ils ont pu le faire. Moi, je pense qu'il y a des risques, sincèrement, en termes de calcul. J'ai échangé sur le sujet avec un conseil hier et l'appréciation est collectivement partagée, en fait. Bien sûr, bien sûr. Nous avions abordé, lors de notre précédent rendez-vous, le régime social qu'affecte la direction de la sécurité sociale au repas d'affaires. Et elle avait fait évoluer sa position, notamment dans le BOSS. Elle ne parle plus de repas d'affaires, mais requalifie les sommes versées par l'employeur à cette occasion-là, soit directement, donc directement quand elle prend en charge directement la facture, soit en remboursement des frais dépensés par le salarié en frais professionnels. Ce qui,
en toute logique, d'un point de vue strictement juridique, correspond effectivement à la définition de frais professionnels dégagée par l'arrêté de décembre 2000. Donc, il n'y a pas de surprise en termes de qualification sur l'exclusion d'assiette. Pour rappel, et vous l'avez sans doute à l'esprit, l'administration considère qu'il y a exonération sociale, exclusion d'assiette, dès lors qu'il y a absence d'abus manifeste de la part de l'employeur. Et a évalué cette absence d'abus manifeste à 1 repas par semaine et à 5 repas par mois. Alors, à dire vrai, il faut reconnaître que certains métiers, certaines fonctions, certains périmètres de responsabilité imposent que le nombre de repas pris au cours d'une semaine, au cours même du même mois, soit nettement supérieur au nombre ainsi arrêté dans une première position administrative. Cela devenait difficilement compréhensible et gérable pour de très nombreuses entreprises. Je vois que parmi nos participants, nous avons, j'ai l'honneur de retrouver quelques camarades ou anciens camarades qui sont commerciaux, ils comprendront aisément la chose. L'administration a fait évoluer au 1er août sa doctrine et considère qu'il y a lieu spécifique et un paramétrage spécifique en termes de nombre de repas dans les systèmes d'information, mais d'apprécier l'abus manifeste au-delà du nombre de repas sur de nouveaux critères. D'une part, la fonction d'émission du salarié, donc bien évidemment tout salarié qui exerce des fonctions commerciales de représentation de l'entreprise, voire de direction et de la nécessité de rencontrer des partenaires ou autres acteurs de l'écosystème de l'entreprise, et la part représentative de la prospection, de la représentation, et tout ça sur justificatif. Alors, je pense que la référence à la présence de justificatifs, en tous les cas de leur présentation, est inutile, parce que ces justificatifs-là sont de toute façon nécessaires, ne serait-ce que pour justifier de la déductibilité fiscale dans le cadre de la réalisation et de la détermination du résultat de l'entreprise. Donc les justificatifs sont toujours dans tous les cas de figure à conserver, si ce n'est pas pour l'appréciation du régime social, ne serait-ce que pour l'appréciation du régime fiscal. Alors, ce qui pose difficulté ici, c'est la formulation assez générale de ces critères, fonction des missions du salarié, par représentatif de la prospection de la représentation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va permettre de dire avec précision d'une URSSAF à l'autre l'équivalence de l'appréciation des fonctions d'émission du salarié ou de la part représentative de la prospection? Ça semble assez délicat, fragile. Notre souhait, et nous allons interpeller rapidement les sciences de sécurité sociale sur cet aspect-là, c'est comment convenir de critères qualificatif d'abus manifeste ou pas, et donc d'appréciation de ces éléments nouveaux de la doctrine administrative pour écarter tout risque de disparité entre, d'une part, l'acceptation d'absence d'abus manifeste ou au contraire de la reconnaissance d'abus manifeste. Dans le premier cas, il y aura exclusion d'assiette, dans l'autre cas, il y aura réintégration dans l'assiette, et qui dit réintégration dit redressement. Notre souhait, c'est d'éviter cette disparité territoriale si on devait laisser les URSSAF seuls juges, bien évidemment, de ces éléments-là ou de ces critères relatifs à l'appréciation de l'abus manifeste. Bon, nous espérons que l'administration pourra apporter un peu plus de clarté et je dirais même de fonctionnalité à cette fonction de mission, si je puis dire, du salarié, de la prise en compte dans les, si ce n'est dans les systèmes d'information, parce que le critère peut être encore délicat, à gérer de manière automatique, à tout le moins dans l'intervention humaine, d'avoir des éléments permettant de qualifier cet abus manifeste ou au contraire de considérer qu'il n'y en a pas. La loi dite climat et résilience, qui porte en réalité le nom suivant de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets, a été publié au journal officiel du mois d'août. Comme je disais, il n'est pas rare que quelques mesures légales apparaissent et sont rendues officielles au cours de l'été. Elle intervient sur le régime social et fiscal, des deux, régime social et fiscal, de la prise en charge des frais de transport personnel.
je les ai regroupés en deux groupes. D'une part, les frais énergétiques, carburant, alimentation véhicule électrique, alimentation véhicule hybride rechargeable, alimentation véhicule à hydrogène, et second groupe, cycle et covoiturage. Donc, vous avez les éléments, un cycle avec assistance et cycle avec assistance électrique, conducteur et passager en covoiturage, et enfin, transport en commun hors frais d'abonnement. La loi a réévalué à la hausse le plafond d'exonération, notamment les deux modes de transport sont utilisés, à la fois transport personnel et transport en commun. Donc, lorsque le transport personnel est seulement utilisé à ce titre-là, le plafond d'exonération est de 500 euros, dont 200 euros au maximum pour les frais de carburant. Donc, le cas échéant, si vous avez déjà atteint ce plafond de 200 euros, les 300 restants, eh bien, permettront, pour atteindre le plafond de 500, permettront la prise en charge des autres modes énergétiques, notamment l'utilisation du vélo, du cycle avec assistance électrique, voire même du covoiturage. Par contre, lorsque l'employeur prend la décision de rembourser les frais de transport personnel et à la fois, parce que s'impose à lui notamment, les frais de transport en commun, donc vous savez que l'on peut avoir les deux modes, hein, notamment si j'utilise mon véhicule ou mon cycle, mon vélo, pour me rendre à la gare, par exemple. Eh bien, la prise en charge est limitée cette fois-ci en termes d'exonération à 600 euros, tenons compte des frais de transport en commun. Donc, deux exemples. Supposons que vous ayez déjà une obligation de prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 400 euros. La prise en charge exonérée socialement et fiscalement sera limitée pour les frais de transport personnel à 200. Supposons, puisqu'il n'y a pas de limite pour les frais de transport en commun, que cette prise en charge est d'une valeur de 700 euros pour le salarié, alors eh bien, il n'y aura plus d'exonération pour la prise en charge de frais de transport personnel. Et donc, les sommes que vous auriez versées à ce titre-là réintégreront l'assiette sociale et l'assiette fiscale du salarié. Donc, voilà comment les choses s'apprécient avec une réévaluation à la hausse, voulue en tous les cas pour la mesure impactant le bulletin de paye de la loi dite climat et résilience. Alors, je voudrais apporter une petite précision à tous et à toutes, parce que je sais que parmi nos fidèles, il y a certaines personnes qui font partie aussi de la fonction publique hospitalière. Il s'avère qu'il y a une directive qui est quelque peu un peu différente sur la prise en charge que je viens d'établir là dans la fonction publique, qui déroge sur le principe des montants et des modalités de prise en charge. Donc, il faut faire attention, et c'est assez étonnant, alors qu'avant, tout ce qui était relatif aux frais pro et ainsi de suite était de façon unilatérale appliquée, quel que soit le corps de métier dans lequel on était, les régimes. Là, il s'avère que la fonction publique hospitalière a des règles qui sont beaucoup plus restrictives, voire même pour certains moins incitatifs en termes de montant de prise en charge. Je crois que c'est important que chacun qui puisse nous écouter et qui est intéressé par ce sujet puisse noter qu'il n'y a pas ces chiffres qui sont présentés ici, dans le domaine particulier. Voilà, petite précision à noter. Alors, je vous donne quelques informations complémentaires. Les 3 points que j'avais d'ailleurs déjà désignés lors de la précédente session. Assurance chômage, vous savez que dans une ordonnance en date du 22 juin, le Conseil d'État a suspendu les nouvelles règles d'indemnisation qui va être arrêtée dans un décret de 2019. Ces nouvelles règles conduisaient notamment à ce que l'allocation journalière de référence soit déterminée en appréciant les rémunérations des 36 derniers mois au lieu des 12. À dire vrai, bien évidemment, du fait de la suspension et donc prorogation des règles jusqu'au 30 septembre, on continue à déclarer tel que nous le demande Pôle emploi, et à raison de l'adaptation de la déclaration faite, eh bien, on déclare toujours les 36 derniers mois, mais bien évidemment, le calcul de l'allocation sera établi sur les rémunérations de référence des 12 derniers mois et non pas des 36. Alors, pas de nouveauté. On avait pu espérer sans doute que le gouvernement publie ou donne des orientations sur un nouveau décret
avant la rentrée, ça n'a pas été le cas. La question est difficile avec les partenaires sociaux. Bon, il faut espérer bien évidemment que tout ça puisse avoir une certaine éclaircie pour les salariés qui vont quitter l'entreprise à compter du 1er octobre prochain. En tout cas, je pense que la déclaration sur les 36 derniers mois devrait être maintenue. L'activité partielle, nous attendions une publication des mesures par voie d'ordonnance avant la rentrée. C'est ce qui nous avait été annoncé lors d'une réunion avec la DGEFP début juillet. Publication de l'ordonnance qui ne s'est pas faite. Par contre, des derniers éléments reçus, sachez que le projet d'ordonnance est en cours d'examen par le Conseil d'État actuellement et le calendrier de sa publication est fixé à fin septembre. Alors, je peux vous dire, sans qu'aucun détail du contenu nous ait été révélé, le souhait, grosso modo, de l'administration, c'est de proroger les dispositifs actuels d'activité partielle jusqu'en 2022. Bon. Très honnêtement, le périmètre dit des dispositions actuelles n'est pas fixé, n'a pas été donné. Il faut attendre la publication de cette ordonnance, d'autant plus que de mémoire, sauf de ma part, elle devait entrer en vigueur au 1er octobre. Donc, en tout état de cause, le calendrier devait être respecté. Il ne devrait pas y avoir de bouleversement majeur. Bon. Ça signifie quoi, proroger jusqu'en 2022? Est-ce que au 1er janvier 2023, nous aurons un nouveau cadre et que l'administration a considéré qu'il convenait de mettre le sujet en attente? C'est fort possible. Nous espérons qu'elle nous accordera quelques moments d'échange sur cette nouvelle réglementation pour en savoir plus sur la suite. Réforme des IGSS en attente d'adaptation par la CNAM, ben c'est toujours le cas. Voilà, toujours le cas. Donc, pour rappel, nous avons eu ce décret du 12 avril modifiant le calcul des IGSS pour les arrêts qui débutaient au plus tôt le 15 avril. Surprise lors d'une réunion de travail partagée avec la DSS et la CNAM, c'est que la CNAM découvrait soudainement au mois d'avril le texte. Ça signifie que la DSS n'avait pas travaillé avec la CNAM et que la CNAM n'était pas en mesure d'adapter son système d'information avant la fin de l'année. Ce qui conduit en réalité au maintien des règles que nous connaissons jusqu'à présent de calcul des IGSS. Nous ferons tout, mais absolument tout, pour considérer qu'il n'y aura pas de calcul rétroactif des arrêts qui ont débuté au plus tôt le 15 avril, parce qu'il est hors de question, d'abord, j'imagine mal la CNAM redéterminer le montant des IGSS, qui en plus, dans certains cas, est moins favorable, d'une part, donc aller réclamer des IGSS pour certains salariés, et sans doute en nombre massif, c'est un peu délicat, et compte tenu de l'incidence dans la détermination, tant à la fois du montant, le cas échéant, du complément de salaire que doit l'employeur sur une base légale ou sur une base conventionnelle, et tous les droits que cela induit, je pense notamment à la révision de l'assiette des indemnités de congés payés, donc du 10e notamment, voilà, nous ferons absolument tout pour éviter cet effet rétroactif, et avec la bienveillance de la DSS, j'espère qu'elle le comprendra, un report de mise en œuvre, et par tolérance administrative, nous espérons 1er janvier 2022.